Idol controversée, affaire criminelle ou même terroriste. Si vous posez la question aux Japonais de qui est la femme la plus détestée du Japon, la réponse dépendra beaucoup de la période à laquelle vous posez la question. En 1985, la réponse c'est celle qu'on appelle la reine des vilains, Dump Matsumoto. De son vrai nom Kaoru Matsumoto, c'est l'histoire de la création d'un monstre médiatique. Elle a choisi d'embrasser tout ce que les fans de catch détestent à cette époque. Le maquillage agressif, les cheveux blonds, le blouson noir, les chaînes, les bâtons, la brutalité, la tricherie, les insultes et même le sang. L'objectif de la fédération avec elle, c'est vraiment qu'elle soit haïe de tous. Et ils vont y arriver grâce à un moment clé. Le combat du 28 août 1985. Ce jour-là, elle atteint l'apogée de sa carrière, mais aussi l'apogée de la haine envers elle. Elle livre un match contre les Crush Gals, composés de Chigusa et Asuka. Ces catcheuses, c'est l'exact opposé de Matsumoto. Elles sortent des disques, chantent avant leur match et sont vénérées par des millions d'adolescentes qui voient en elles des symboles de force et de justice. Donc ce combat, c'est pas juste un combat, c'est un affrontement du bien contre le mal. Et au terme d'un combat scripté totalement injuste, c'est le mal qui l'emporte. Mais le spectacle, lui, il doit monter encore d'un cran. Pour marquer sa victoire, Dump Matsumoto doit appliquer la sanction prévue réservée à la perdante, elle rase le crâne de Chigusa. Se faire raser le crâne pour une idol, c'est l'humiliation ultime. Vous vous souvenez certainement de cette idol des AKB48 qui s'était rasé le crâne en signe d'excuse pour avoir passé une nuit avec un membre d'un boys band. Dans le public, c'est l'hystérie. Des fans fondent en larmes, certaines s'effondrent même, et chez les téléspectateurs, c'est juste insoutenable. Mais le vrai problème, c'est ce qui va se passer après. La situation dégénère et une foule hystérique de 600 fans se mettent à attaquer le bus où se trouve Dump Matsumoto. En fait, ils secouent le véhicule avec l'objectif de s'en prendre à elle directement. Mais heureusement, Matsumoto et son équipe parviennent à s'exfiltrer. Quelques jours plus tard, sans surprise, Matsumoto reçoit des kilos de lettres de menaces de mort, mais aussi des lettres contenant des lames de rasoir. Ces lettres, elles étaient extrêmement ingénieuses parce que qu'importe la façon dont tu l'ouvres, de quel côté, il y avait forcément une lame de rasoir qui fait que tu devais te trancher les doigts pour l'ouvrir. Et ce genre d'action ne va pas se limiter à seulement des lettres. Même sa voiture récemment achetée, elle va se faire vandaliser avec des rayures qui sont faites horizontalement pour que les réparations soient le plus chères possible. Alors elle a décidé de venir en moto, mais là aussi, ses pneus ont été crevés. Du coup elle s'est dit bon je vais venir à vélo, et là on lui a volé sa selle. Alors elle s'est dit elle va venir en taxi, et il y a certains taxis qui l'ont carrément refusé sous prétexte qu'elle était Dump Matsumoto. Mais l'apogée de cette haine nationale, c'est cette affaire de stalking. Un homme est repéré près du lieu d'entraînement de Dump Matsumoto. Il se cache derrière les poteaux électriques de la rue pour observer les allées et venues et repérer les habitudes de tous. Voyant ce comportement de plus en plus menaçant, Dump Matsumoto et d'autres catcheuses décident de régler la situation d'elles-mêmes. Sans surprise, elles l'ont maîtrisé, capturé, puis livré directement au poste de police le plus proche. Et plutôt que de nier en bloc, l'homme va faire des aveux glaçants. Si j'avais une ouverture, je pensais la tuer. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est littéralement une tentative de meurtre qui vient d'être déjouée. Prenant conscience du danger réel, Dump Matsumoto et la fédération japonaise de catch féminin décident de donner au public ce qu'il veut en planifiant une revanche contre Chigusa. Et forcément de cette revanche, le bien, donc Chigusa, sortira vainqueur. 2 ans après cet incident, à seulement 28 ans, Matsumoto annonce sa retraite anticipée en quittant le ring de catch. Et peu à peu, en tant que comédienne, talento en japonais, le public japonais la découvre sous son vrai visage. Et ils comprennent enfin que le personnage de Dump Matsumoto était un personnage fictif qu'elle jouait. Comme quoi, si le catch est scénarisé avec des personnages fictifs, l'émotion générée, elle, était viscéralement réelle. Donc ça, c'est pour la femme la plus détestée dans les années 80. Et maintenant, si on pose la même question pour les années 90, la réponse serait sans doute l'empoisonneuse au curry Masumi Hayashi. Une mère de 4 enfants qui, excédée de voir qu'une de ses filles se faisait harceler à l'école, a décidé d'empoisonner tout le monde à un matsuri en versant de l'arsenic dans une marmite de curry. Ce sont des dizaines de personnes intoxiquées, dont 4 morts. Et en 2009, elle sera condamnée à mort. Dans les années 2000, c'est l'essor de Madame Nuisance. Dites-vous que c'est la pire voisine que vous pouvez espérer. Pendant environ 2 ans et demi, elle a perturbé le voisinage en diffusant de la musique à plein volume, en gueulant, en klaxonnant sans raison, et sonnait jour et nuit à la porte de ses voisins et s'en prenait violemment aux journalistes venus l'interviewer.
En effet, si j'ai autant d'images à vous montrer, c'est parce qu'il y a eu énormément de reportages télé sur elle, et fatalement ça lui a construit une réputation nationale. Elle a été arrêtée en 2005 et condamnée à 1 an et 8 mois de prison ferme. On avance vers les années 2010 et la femme la plus détestée du Japon à ce moment-là, c'est certainement Kanae Kijima. Son surnom, la veuve noire. Sur les sites matrimoniaux, elle visait spécifiquement des hommes d'âge mûr, souvent solitaires, célibataires ou veufs, et surtout financièrement aisés. Sans surprise, elle les dépouillait progressivement de tout leur argent. Et lorsque les hommes demandaient un remboursement ou alors commençaient à parler un peu trop souvent de mariage, c'est là qu'elle passait à l'action. Takao Tereda, Kenzo Ando et Yoshiyuki Oide en ont fait les frais. Sauf qu'au bout du troisième, ils se sont posés des questions. L'autopsie a révélé la présence de somnifères dans le sang de la victime, et avec les différents virements depuis le compte de la victime vers Kijima, le motif, écoutez, il n'a pas été très compliqué à trouver. Jugée en 2012, elle est condamnée à mort et attend encore son heure. Mais si je vous ai listé toutes ces femmes, c'est pour que vous compreniez à quel point celle dont je veux vous parler aujourd'hui est complètement d'un autre calibre. Et si je ne l'ai pas encore citée, c'est parce qu'elle a fait sa réputation dans les années 70. Et non seulement à cette période, elle est considérée comme étant la femme la plus détestée du Japon, mais à l'international, elle est considérée comme la femme la plus dangereuse du monde. La Reine Rouge ou encore l'impératrice de la terreur. Rien qu'avec les surnoms, on comprend que l'échelle par rapport aux autres n'est clairement pas la même. Elle a fondé et dirigé un groupe terroriste et responsable de plusieurs attaques armées, de prises d'otages, de détournements d'avions et de massacres. Celle qui dépasse de loin tous les faits divers que je vous ai mentionnés précédemment et qui a vécu une vie hors norme, Fusako Shigenobu. Stratégiquement parlant, Matsumoto a fait en sorte d'être détestée. Par contre, côté business, faut reconnaître qu'elle a tout su gérer d'une main de maître. Et ça, surtout dans les coulisses, et c'est particulièrement ça qui l'a aidé à monter. Les coulisses, la gestion de ce que le public ne voit pas, c'est hyper important. Et ça peut être aussi évident qu'une stratégie marketing, qu'un outil de comptabilité, qu'un suivi des stocks, qu'un suivi des ventes, la gestion d'un site web, sans oublier bien sûr la facturation. À force, bien sûr, tout ça, ça devient compliqué à suivre, sauf si tu as Odoo. Son gros avantage, c'est que tout est réuni au même endroit. C'est une plateforme de gestion tout en un avec plus de 45 applications interconnectées. CRM, vente, facturation, comptabilité, inventaire, gestion de projet, ressources humaines, création de site web, bref, tout ce que je t'ai dit tout à l'heure et tout ce dont une entreprise peut avoir besoin au quotidien. Et surtout, les applications, elles communiquent entre elles. Par exemple, quand une vente est enregistrée, elle peut automatiquement être retrouvée dans la facturation. Et bien sûr, le stock se met à jour, c'est le minimum. Odoo est super modulable car tu peux commencer avec quelques applis et en ajouter au fur et à mesure que tes besoins évoluent. Et l'interface aussi, elle est pensée pour être vraiment simple et facile d'utilisation. Pas besoin d'être un expert pour commencer à l'utiliser, sans compter les automatisations qui te font gagner énormément de temps sur des tâches répétitives. Odoo est configuré selon votre pays, donc taxes, devises, réglementations, et côté prix, la première application est gratuite à vie, avec hébergement et support illimité. Et à partir de 19,90, vous pouvez accéder à toutes les applications de Odoo avec le lien dans la description. Donc si vous voulez une solution simple, centralisée et évolutive, vraiment, lien dans la description. Mai 1968, une simple employée de Kikkoman enfile un casque de chantier peint avec des slogans marxistes, s'arme de barres de fer et de cocktails Molotov et se retrouve en première ligne des affrontements à Shinjuku. Elle ne possède pas seulement des armes, mais aussi un charisme naturel et une aisance pour la parole. Elle échappe à la police et rejoint des groupes étudiants de révolte. Cette femme, c'est Fusako Shigenobu, et si elle en veut autant à l'autorité, il faut comprendre le monde dans lequel elle naît. Elle naît le même mois que la capitulation du Japon, en septembre 1945. Donc elle grandit dans un pays en ruine, humilié, occupé par les forces américaines. Son père, une figure très marquante pour elle, va lui inculquer 2 valeurs dont elle se rappellera toute sa vie. La méfiance envers l'impérialisme américain et la conviction profonde que l'action directe est parfois nécessaire pour changer la société. Subissant les injustices sexistes de ces années-là, mais également l'augmentation du tarif d'entrée pour les universités, elle a une soif intarissable de justice sociale. C'est comme ça qu'elle rejoint la faction de l'armée rouge, la FAR, dirigée par Takaya Shiomi. Oui, on parle d'armée parce que lancer des cocktails Molotov sur la police anti-émeute, mais également sur l'ambassade des États-Unis, c'est clairement une armée. Mais alors, où est-ce qu'il trouve toute cette énergie? Il faut bien comprendre qu'à cette époque, le monde est coupé en deux. C'est la guerre froide, avec d'un côté les Américains capitalistes et de l'autre l'URSS communiste. Et c'est dans ce contexte que l'armée rouge veut renverser le gouvernement japonais qu'il considère à la solde du capitalisme américain. Mais attention, Fusako Shigenobu n'est pas n'importe quel membre. Elle grimpe rapidement les échelons à tel point que c'est la seule femme à être aussi haute dans la hiérarchie de la FAR.
Elle gère les aspects logistiques mais également financiers pour soutenir le mouvement. Elle va même aller jusqu'à travailler dans des clubs en tant qu'hôtesse et reverser le moindre gain qu'elle a généré à la cause, tout en faisant bien sûr attention à ne pas laisser la moindre trace ou preuve qui remonterait jusqu'à sa personne. Et elle fait bien. Incident du col de Daibosatsu. Le 5 novembre 1969, 53 membres de la FARC sont arrêtés au col de Daibosatsu. Que pouvaient bien faire autant d'étudiants à cet endroit perdu dans la montagne? Eh bien, le lieu avait été transformé en camp militaire de formation. Les membres de la FARC s'entraînaient à manier des couteaux et à lancer des bombes. C'est déjà troublant, mais la véritable révélation, c'est le fait qu'ils ne s'entraînaient pas juste comme ça, mais pour une opération bien précise. L'opération Lutte de Novembre. Des membres armés de couteaux, de bombes artisanales et de cocktails Molotov devaient se répartir en 8 unités à bord de 5 véhicules, dont de gros camions bennes. L'objectif était ni plus ni moins d'attaquer la résidence officielle du Premier ministre japonais. Dans le même temps, ils voulaient attaquer le commissariat de la police métropolitaine de Tokyo, et l'objectif c'était bien sûr de prendre des otages afin de libérer des militants qui étaient emprisonnés. La police japonaise, elle comprend bien à ce moment-là qu'elle n'a plus affaire à de simples étudiants, elle a vraiment affaire à des révolutionnaires déterminés. Et donc naturellement, la police, eh bien, elle va les traiter en tant que tels. Fusako, durant cette arrestation massive, elle est à Tokyo. Elle encaisse le choc d'avoir perdu autant de membres, mais le plus dur reste à venir. De manière tout à fait hasardeuse, pris pour un voleur ordinaire, le leader de la fraction de l'armée rouge se fait arrêter. Oui, Takayama Shiomi passe derrière les barreaux. Le reste de la FARC étant déjà affaibli par l'arrestation massive du col de Daibosatsu, là, ils se retrouvent décapités sans leur fondateur originel. Alors à ce moment-là, deux choix s'offrent à eux. Continuer d'œuvrer pour déclencher l'insurrection armée directement sur le sol japonais, ou construire des bases internationales estimant que le contexte intérieur japonais est devenu stérile et trop contrôlé. Chacun de ces deux choix va être représenté par un successeur. Celui qui continue d'œuvrer sur le sol japonais, c'est Tsuneo Mori, un des rares membres fondateurs pas encore derrière les barreaux, et celle qui prolongera la lutte à l'international, c'est notre Fusako Shigenobu. Après là, je viens de vous dire que la FARC a été décapitée, mais ça ne veut pas dire que les membres, eux, ne bougent pas encore. Détournement d'avion du vol Japan Airlines 351. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais à peine 2 semaines après l'arrestation du leader de la FARC, 9 pirates de la fraction de l'armée rouge détournent l'avion en direction de Fukuoka. Initialement, ils voulaient partir pour Cuba pour recevoir une formation militaire avancée communiste. Mais le Boeing 727 ne pouvant couvrir ce genre de distance, ils se sont rabattus sur Pyongyang en Corée du Nord. Les négociations, elles sont éprouvante. Ça va durer des dizaines et des dizaines d'heures pour les otages. Mais après plusieurs rebondissements, les ravisseurs de la FARC ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient en faisant atterrir l'avion en Corée du Nord. Pour l'anecdote, certains sont restés là-bas, mais d'autres n'ont tellement pas apprécié qu'ils ont voulu revenir au Japon, quitte à être jugés. Ça donne une idée du retour à la réalité qu'ils ont dû avoir en arrivant là-bas. Quoi qu'il en soit, au même moment sur le territoire japonais, le reste de la FARC, qui est dirigé par Tsuneo Mori, n'est clairement pas en reste. Ils réussissent plusieurs braquages de banques et de bureaux de poste, ce qui leur donne des fonds assez colossaux pour continuer la lutte. Fusako Shigenobu, elle gère toujours les finances, mais prépare l'internationalisation de la lutte. Toutefois, vous savez, elle ne va pas se laisser faire. Je parle de la police japonaise. Irritée par l'incident de Daibosatsu préparant le kidnapping du Premier ministre et le récent détournement d'avion, elle met les bouchées doubles. La police japonaise, régulièrement, elle va attraper des membres de la FARC. Elle va traquer la fraction de l'armée rouge nuit et jour, quitte à vraiment capturer un par un les membres. Et après seulement quelques semaines, la stratégie de la police japonaise paye. Dans le coup de filet du 9 mai 1970, coup de tonnerre. Après l'arrestation du leader Takayama Shiomi, c'est au tour de Fusako Shigenobu d'être arrêté par la police japonaise pour son implication dans l'incident du col de Daibosatsu. La FARC est alors lourdement réduite à seulement quelques dizaines de membres, et ils vont donc prendre une décision radicale. En juillet 1971, donc quasiment un an après l'arrestation de Fusako Shigenobu, le reste de la fraction de l'armée rouge s'unit avec le conseil de lutte conjointe de Keihin. Pour vous résumer, c'est un petit groupe communiste qui a d'ailleurs été radié par le parti communiste japonais, qui est très violent, très bien armé et spécialisé dans les braquages. Et du coup, vous comprenez que sur le papier, cette unification, elle est juste parfaite. La fraction de l'armée rouge manque d'armes mais possède des fonds, tandis que l'autre groupe possède des armes mais sans fonds financiers. Cette union donne naissance alors à l'armée rouge unifiée, qu'on va appeler l'URA. En
Ensemble, le groupe est bien plus fort et dangereux, mais aussi beaucoup plus traqué. Opérer dans les villes devient progressivement impossible pour l'URA et donc il décide de se réfugier à la campagne. C'est comme ça que le groupe, composé uniquement d'une trentaine de membres, d'hommes et de femmes, installe des bases clandestines dans les montagnes isolées et glaciales de la préfecture de Gunma. L'objectif est clair, établir des camps d'entraînement militaires pour préparer la future révolution. Mais alors Fusako Shigenobu dans tout ça, elle est derrière les barreaux, elle prépare son évasion? Pas du tout! Elle n'est déjà même plus au Japon à ce moment-là. Après son arrestation le 9 mai 1970, en fait, elle a été libérée assez rapidement, faute de preuves. Comme quoi ses années à faire attention à ne pas laisser de traces personnelles a porté ses fruits. Toutefois, elle a bien compris que la police japonaise ne la laisserait pas tranquille sans une étroite surveillance. C'est pour ça qu'elle décide de se marier avec Tsuyoshi Okudaira. C'est un autre membre de la fraction de l'armée rouge, mais surtout ça lui permet de changer de nom de famille. Elle obtient le nom de Fumiko Okudaira et je sais pas pourquoi elle a aussi réussi à changer son prénom. Allez savoir comment. Alors c'est pour se ranger ? Vous vous doutez bien que non, son histoire ne fait que commencer. Ce mariage et donc ce changement de nom de famille, ça lui permet d'échapper à la vigilance des douaniers. Et c'est comme ça que le 28 février 1971, avec quelques membres proches de la FARC, elle rejoint le Liban. Elle laisse derrière elle un mouvement qui est décapité et morcelé, et elle a bien raison de s'enfuir. Parce que les membres qui sont restés au Japon vont définitivement sombrer dans la folie. Cela fait maintenant 9 jours que 5 membres de l'URA sont barricadés dans cet énorme chalet de montagne dans la ville de Kadoizawa. Ils ont avec eux un otage, la femme du gardien du lieu. Acculés par les policiers qui ont découvert par hasard leur base dans les montagnes, ils se sont réfugiés dans ce chalet. Mais après 9 jours à échanger des tirs avec les unités anti-émeutes, ils sont à bout. Mais de l'autre côté aussi, la police japonaise, elle est à bout. Oui, la police a ramené les parents des ravisseurs et la seule réponse fut un coup de feu dans leur direction. 28 février 1972, soit étrangement un an pile après la fuite de Fusako Shigenobu vers le Liban, la police japonaise décide de lancer l'assaut. 10 heures. L'opération commence avec une image qui marque les Japonais. L'utilisation d'une grue équipée d'un énorme boulet de démolition d'1 tonne pour détruire le mur de l'entrée principale afin de créer une brèche. Simultanément, la police projette d'importantes quantités d'eau à haute pression pour empêcher les coupables de riposter et pour geler l'intérieur du chalet grâce au froid extérieur. C'est bon, la brèche est ouverte, les policiers rentrent et les échanges de tirs commencent. Mais les soldats de l'URA ont bien profité des 9 jours de siège pour barricader l'intérieur du chalet, ce qui rend bien évidemment la progression beaucoup plus difficile pour la police japonaise. 11h27. Des tireurs embusqués profitent d'une accalmie pour viser 2 hauts gradés de la police, un inspecteur et un commissaire. Ils étaient commanditaires de l'attaque à la grue et sont touchés à la tête et décèdent quelques heures plus tard. Dans le bâtiment, la situation ne s'améliore pas. La police subit de nombreux blessés sous le feu nourri et les lancers de bombes artisanales. Elle est contrainte de progresser lentement, très lentement, pièce par pièce. Tout est excessivement long et laborieux parce qu'il y a 2 détails importants à retenir. Le premier, c'est qu'il faut savoir qu'à l'époque, les boucliers par balles n'existaient pas. Ceux utilisés sont en duralumin, un alliage d'aluminium, de cuivre et de magnésium solide, mais pas assez solide pour stopper une balle. C'est pour ça que la police décide d'en superposer 2 pour avoir une protection optimale. Néanmoins, ça double le poids, ça ralentit les mouvements des policiers et gêne la visibilité à travers les ouvertures. Et l'autre point extrêmement important à prendre en compte, c'est le fait que la police japonaise veut à tout prix l'otage vivant, mais également les ravisseurs vivants. Peut-être que vous vous êtes demandé à juste titre pourquoi la police japonaise n'abat pas simplement les ravisseurs. Vu tous les moyens déployés, elle devrait en être largement capable. Eh bien, c'est à cause d'une autre affaire. Quelques années auparavant, dans un incident de détournement de navire, un policier a tué l'auteur de l'attaque. Toutefois, le procureur a inculpé de meurtre le policier. Bien sûr, les charges ont été abandonnées et on a justifié qu'il y avait une légitime défense, mais le policier a été affiché par les médias et s'est retrouvé publiquement humilié. À cause de ça, il a dû prendre une retraite anticipée, et oui, on marche totalement sur la tête, là où il aurait dû obtenir une médaille pour avoir libéré des otages, il se retrouve à être humilié et c'est fin de carrière. C'est donc à cause de cet antécédent que la police veut à tout prix les membres de l'URA
Asama vivants, les 5 vivants, et l'otage aussi bien sûr. Sans compter bien sûr le fait que les tués auraient tout simplement fait d'eux des martyrs pour leur cause. Vers 18h, les forces de l'ordre parviennent à isoler les 5 criminels au dernier étage. Ils sont barricadés dans la chambre du fond, toujours avec l'otage. 10 minutes plus tard, ils parviennent à submerger la pièce, à mettre au sol les 5 ravisseurs et à libérer enfin l'otage. L'opération se termine officiellement à 18h15, marquant la fin de la plus longue prise d'otage de l'histoire policière japonaise de l'époque. Et si j'ai pu vous montrer autant d'images de cet assaut, c'est parce qu'il a été retransmis en direct dans tout le Japon pendant plus de 10 heures. Le pic d'audience enregistré, il est juste insensé, 89,7% d'audience. Littéralement, tout le Japon s'est arrêté pour voir les 5 membres de l'URA tomber. Mais alors tout à l'heure, je vous parlais de sombrer dans la folie. Est-ce que ça a un rapport avec cette prise d'otage ? Eh bien, pas exactement. Ce qui va horrifier les autorités japonaises et les Japonais en général, c'est la découverte de ce qu'il s'est passé avant l'incident du chalet Asama. Car si vous avez bien fait attention, lorsque je vous ai dit que les membres de l'URA sont partis se réfugier dans les montagnes, je vous ai dit qu'ils étaient une trentaine, 29 pour être précis. Pourtant, dans le chalet Asama, il n'y avait que 5 preneurs d'otages. Alors, où sont passés les 24 autres ? Déjà, il y en a 8 qui ont été capturés par la police japonaise juste avant la prise d'otage, avec parmi eux le leader, Tsuneo Mori. En effet, les soldats de l'URA, ils étaient totalement en déroute et c'est pour ça qu'ils se sont réfugiés dans le chalet. Mais alors, 5 ravisseurs, 8 autres qui ont été arrêtés, il manque encore 16 autres membres. Nous sommes quelques semaines avant la prise d'otage. Isolé dans le froid extrême, sous-alimenté et dirigé par les leaders de l'URA de plus en plus paranoïaques, le Soukatsu est instauré. Il s'agit d'une autocritique imposée où les membres doivent prouver leur dévouement idéologique en avouant leurs faiblesses et leurs imperfections. Mais rapidement, cette autocritique devient une excuse pour justifier la torture. Privation de sommeil, de nourriture, obligation de rester agenouillé pendant des heures en position Seiza. Pourtant pour le leader Tsuneo Mori, ce n'est pas encore assez. Il théorise que l'usage de la force physique sur un camarade permet de détruire son ego bourgeois, pour qu'à son réveil, il renaisse sous une forme pure et devienne enfin communisé. C'est comme ça que tout le monde participe à la torture de tout le monde. Ce qui devait être juste une remise en question déraille complètement. On passe les membres à tabac, puis on les laisse ensanglantés, nus, attachés à des poteaux à l'extérieur dans le froid glacial. Fatalement, les premiers membres meurent. Et là, on assiste dans le groupe à un déni de réalité. Tsuneo parle de Haibokushi, mort par défaite. Ces soldats ne sont pas morts à cause des coups ou de l'hypothermie. Non, ils sont morts car ils n'avaient pas suffisamment de force idéologique. Le groupe applique le Soukatsu sans la moindre distinction et une femme, Michio Kaneko, enceinte de 8 mois, est aussi passée à tabac. Elle meurt le 4 janvier 1972, quelques semaines avant l'incident du chalet Asama, avec son bébé dans le ventre. Et c'est donc au total 12 membres internes qui auront été tués par l'armée rouge unifiée. Pour dissimuler les corps des victimes, ils sont entièrement déshabillés puis enterrés secrètement dans le sol gelé des montagnes. D'autres sont également condamnés à mort pour avoir tenté de s'enfuir ou alors tenté de s'opposer à l'autorité. 5 plus 8 plus 12, ce qui fait 25 membres, il reste encore 4 membres à élucider. Eh bien c'est pas très compliqué, c'est ceux qui ont réussi à déserter. Parmi eux, une femme qui venait d'avoir un enfant qui a pris conscience de l'enfer dans lequel elle se trouvait. Donc le bilan, 12 morts, 4 évadés, 8 arrêtés et 5 barricadés. 29 au total, le compte est bon et maintenant vous savez pourquoi il n'y avait que 5 membres lors de la prise du chalet Asama. Après leur arrestation, la police dévoile au grand jour ce massacre interne d'une violence psychologique et physique inouïe. Et pour l'opinion populaire japonaise, c'est un choc absolu, c'est un traumatisme. On passe de l'image de jeunes révolutionnaires égarés dans la société à des monstres sanguinaires. L'extrême gauche japonaise qui avait à cette époque des sympathisants s'est littéralement autodétruit en face de tous les Japonais du pays. Ils ont discrédité le mouvement pour les décennies à venir et on peut presque dire que la gauche politique japonaise est pratiquement morte ce jour-là. Alors pourquoi je vous parle de cet événement alors que Fusako Shigenobu n'y était pas? Elle était à l'étranger et d'ailleurs depuis l'étranger, elle a condamné ses agissements. C'est parce que dans la mémoire collective japonaise, elle porte une énorme part de responsabilité dans l'incident du chalet Asama, mais également pour ce qui est arrivé aux 12 membres internes de l'URA. N'oublions pas que c'est elle qui a participé à la théorisation de la lutte armée au Japon, à la radicalisation des étudiants et à l'organisation des premiers braquages pour financer la cause. Aux yeux du public, c'est elle qui a planté les graines de la violence aveugle et de l'extrémisme qui ont inévitablement
inévitablement conduit à la paranoïa et aux purges meurtrières dans les montagnes. Et surtout, depuis tout à l'heure, je vous fais bien la distinction entre la fraction de l'armée rouge unifiée, mais pour les Japonais, c'est tout pareil. Tout ce qu'ils retiennent, c'est Sekigun, armée rouge. Les sous-branches, les différentes visions, c'est trop flou. Et vu l'ampleur et la cruauté des prochaines actions de la future Reine Rouge, son association avec le massacre de Hasama sera scellée à jamais. À l'aéroport de Lod, aujourd'hui l'aéroport Ben Gurion en Israël, un vol Air France en provenance de Paris avec escale à Rome vient d'atterrir. Parmi les passagers, 3 jeunes japonais en costume cravate. Ils ont l'air de banals hommes d'affaires, ils se dirigent calmement vers les tapis à bagages, ils récupèrent chacun de fins étuis à violon et soudain, ils ouvrent leurs valises. À l'intérieur, des fusils d'assaut tchèques VZ-58 dont la crosse a été sciée, et des grenades. Sans un mot, les 3 hommes ouvrent le feu sur la foule aveuglément. Personnel, visiteurs, qu'importe, les balles partent dans tous les sens. C'est un carnage absolu, ça ne s'arrête pas. Le bruit des rafales résonne dans le terminal, mais enfin, leur chargeur est vide. Et même pendant qu'ils rechargent, ils lancent des grenades. L'enfer continue. Mais un japonais se fait toucher par un tir ami et meurt sur le coup. Un autre la zone d'embarquement avec ses propres grenades. Et le 3e est abattu par la sécurité. Il respire encore, il est maîtrisé et capturé vivant. En quelques minutes, c'est 80 personnes blessées, recroquevillées à terre et 26 personnes qui ont été tuées. Le monde est sous le choc. Comment des Japonais qui n'ont aucun lien géographique ou religieux avec le conflit israélo-palestinien ont-ils pu commettre un tel acte de terreur à l'autre bout du monde? La réponse, je pense que vous la connaissez, il s'agit bien entendu de Fusako Shigenobu. En effet, bien qu'elle n'ait pas tenu d'armes ce jour-là, c'est elle qui est le cerveau de cette opération. Lorsqu'elle est arrivée au Liban en 1971, elle a décidé de créer l'armée rouge japonaise, l'ARJ. Et tout comme Tsuneo Mori a décidé de s'unir avec une autre faction, Fusako a décidé de collaborer avec le Front populaire de libération de la Palestine. Les deux groupes partageant les mêmes idéaux anti-impérialistes et marxistes. Ce dernier, bien entendu, a immédiatement revendiqué le massacre. Et dans la foulée, Fusako Shigenobu assume publiquement la responsabilité de cette attaque. Mais alors pourquoi Fusako a décidé d'envoyer 3 soldats japonais plutôt que d'utiliser des soldats du FPLP? Pour 2 raisons. Les Japonais pouvaient déjouer plus facilement la sécurité israélienne qui ciblait principalement les voyageurs d'origine arabe. Et la deuxième, c'est pour prouver aux Alliés la détermination et l'efficacité des révolutionnaires japonais, quitte à envoyer son mari en sacrifice. En effet, le second japonais, celui qui s'est avec la grenade, n'est autre que Okudaira, l'homme qu'elle a épousé. Pour Shigenobu, elle était vraiment prête à aller aussi loin parce que pour elle, c'est vraiment le baptême de feu de l'armée rouge japonaise. L'attaque terrifie le monde, mais dans les camps palestiniens, l'ARJ acquiert un statut de héros mythique. Au Japon, comment on prend la nouvelle? Eh bien, ils sont tellement sous le choc que des Japonais puissent faire ça sur d'autres territoires qu'ils n'y croient tout simplement pas. Il faudra l'identification du terroriste survivant par un employé de l'ambassade du Japon comme étant bien japonais pour convaincre les autorités japonaises de la véracité des faits. À la suite de ces révélations, naturellement, c'est le choc et le visage de Fusako Shigenobu fait la une des médias internationaux. Interpol diffuse son signalement dans le monde entier, lui attribuant le surnom de Reine de la Terreur ou Sorcière Rouge. Elle devient alors la femme la plus recherchée de la planète, que ça soit par la CIA, le Mossad ou encore la police japonaise. La prise d'otage de La Haye. Aux Pays-Bas, dans la ville diplomatique de La Haye, nous sommes le vendredi 13 1974. En fin de journée, 3 Japonais rentrent dans l'ambassade de France et en seulement quelques secondes, c'est le chaos total. Ils neutralisent le personnel et prennent en otage 11 personnes, parmi elles, le gros lot pour le commando. L'ambassadeur de France en personne, Jacques Sénard, qui se retrouve avec un canon sur la tempe. L'alerte est donnée, 2 policiers néerlandais tentent de rentrer dans le bâtiment. Ce sera leur dernier acte de courage. Pendant que les forces de l'ordre commencent à encercler le bâtiment, un papier est jeté par une fenêtre de l'ambassade. Dessus, écrit à l'encre rouge, on peut y lire les revendications des soldats de l'ARJ. Une libération immédiate et sans condition de leur camarade Yoshiaki Yamada détenu à Paris, la restitution des documents qu'il avait sur lui, un avion de ligne français avec le plein de carburant pour s'enfuir et une rançon d'1 million de dollars. En effet, Yoshiaki Yamada avait été arrêté à Paris quelques semaines auparavant. Après avoir fouillé dans ses affaires, les douaniers français avaient trouvé un faux passeport, mais aussi des documents décrivant le plan des attaques sur le territoire européen rédigé par Fusako Shigenobu elle-même. Les revendications sont simples, mais là on rentre dans un bras de fer diplomatique cauchemardesque. D'un côté, on a les ravisseurs qui font leur demande. La police néerlandaise reçoit ça et ne peut rien faire seule, donc il l'envoie à la France qui doit prendre les décisions. Sauf que la prise d'otage, elle se déroule aux Pays-Bas et c'est donc hors de question pour les Néerlandais que des diplomates soient massacrés sur leur territoire. Cependant, en France, Valéry Giscard d'Estaing vient d'être élu et veut conserver une position dure et ferme vis-à-vis du terrorisme international. Please be silent to not disturb me. Donc la France ne veut pas céder au chantage. Et là vous comprenez bien que tout le monde se
retrouve bloqué. Et cette situation, elle va durer plusieurs jours. Pendant plus de 2 jours, aucune avancée. Les ministres néerlandais et français n'arrivent pas à se mettre d'accord. Les tensions grimpent et chaque minute passée est un risque supplémentaire pour les otages. Les Pays-Bas reprochent à la France leur manque de pragmatisme car la prise d'otages ne se déroule pas sur leur territoire. Et c'est peut-être ça qui manque à la France, la pression de se sentir attaqué sur son propre territoire. À Paris, le drugstore Publicis, situé à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue de Rennes, est bondé. C'est le spot branché de la capitale où les jeunes viennent flâner le week-end. Dans cette foule, un homme dégoupille une grenade défensive et la lâche au milieu des clients. L'explosion est terrifiante. Les vitrines volent en éclats, le mobilier est déchiqueté, les corps volent. Le bilan est lourd. 2 morts et 34 blessés, dont des enfants grièvement mutilés. Ça y est, la France est attaquée sur son propre territoire. Carlos, un terroriste de la FPLP, vient d'organiser un attentat à la bombe dans Paris. Ce bain de sang, il change instantanément la donne géopolitique. Face au risque d'un autre carnage, eh bien Valéry Giscard d'Estaing, il est obligé de céder. En secret, Yoshiaki Yamada est extrait de sa cellule et envoyé aux Pays-Bas. Une fois là-bas, un accord est signé. Toutes les revendications des terroristes ont été accordées. Sauf une. Le $1 million demandé, il est passé à 300 000 $. Et c'est pas la France qui l'a donné, c'est les Néerlandais. Les 3 ravisseurs et Yoshiaki montent dans un Boeing 707 à Amsterdam et s'envolent vers le Moyen-Orient. Ils auront du mal à trouver refuge et c'est finalement en Syrie qu'ils vont atterrir, mais ils vont être accueillis par l'armée. L'armée syrienne finit par les laisser tranquilles en l'échange des 300 000 $. Ah forcément, les affaires sont les affaires. Toutefois, c'est une opération couronnée de succès pour les terroristes qui sont toujours en liberté et qui sont parvenus à faire libérer l'un des leurs. Dans les coulisses, l'impératrice de la terreur se félicite de cette opération. Mais derrière le mythe de la Reine Rouge, il y a une réalité beaucoup plus dure, celle de la clandestinité absolue d'une mère. En effet, le 1er mars 1973, dans le secret le plus absolu, elle a accouché d'un enfant, une fille, Mei Shigenobu. Elle est à moitié palestinienne et pour protéger cet enfant des services secrets du monde entier, Mei grandira cachée, sans existence officielle, sans aucune nationalité et sous de fausses identités pendant 28 ans. Son quotidien, c'était vraiment de changer d'appartement tous les mois et de se mettre dans des coffres de voiture pour passer des contrôles de sécurité. Et finalement, Mei ne saura que très tard qui est réellement sa mère. Cette femme douce à la maison, mais que les policiers du monde entier veulent abattre. Et pour cause, ne pensez pas un seul instant que cette parentalité, elle va adoucir Fusako Shigenobu. J'ai presque envie de dire que c'est le contraire. Et voici une liste non exhaustive des actes de terrorisme où l'ARJ est impliquée, et donc là où Fusako Shigenobu est impliqué. 30 mai 1972, massacre de l'aéroport de Lod, le baptême du feu de l'ARJ. Juillet 1973, détournement d'un avion de ligne de la Japan Airlines au-dessus des Pays-Bas. Les passagers et l'équipage sont libérés en Libye où les terroristes font exploser l'avion. D'ailleurs, juste après ces événements, la télévision japonaise a réussi à avoir une interview de Fusako Shigenobu. 持ってらっしゃるわけでしょうか。事件との直接な関係にあったか否かとか、そういう質問は公安の方が調べてくれることですから、それについては直接的な答えは避けたいと思いますけれども、これからどういうふうに奥平君たちがやり遂げようとしたことをやっていきたいと思います。またハイジャックというものは、それは戦いの戦術の中で必要であったらば、もちろんあることだと思います。 Et effectivement, 31 janvier 1974, attaque de la plus grosse raffinerie de Shell à Singapour et prise d'otage à l'ambassade du Japon au Koweït. 13 septembre, prise d'otage de la Haye. Août 1975, prise du consulat des États-Unis et de l'ambassade de Suède à Kuala Lumpur avec l'ambassadeur américain. Les terroristes obtiennent la libération de 5 de leurs membres et parviennent à s'enfuir. Septembre 1977, l'armée rouge pirate le vol 472 de la Japan Airlines et le force à atterrir au Bangladesh. Le gouvernement japonais est obligé de libérer 6 membres et de payer une rançon de 6 millions de dollars. Décembre 1977, détournement du vol 653 de Malaysia Airlines, une tragédie où le Boeing 737 s'écrase au sol, ne laissant aucun survivant. Et c'est comme ça qu'on arrive aux années 80 où Fusako Shigenobu continue bien sûr de gérer l'ARJ. Elle est toujours située au Liban et elle est protégée par la Syrie. Elle mène encore de nombreux attentats violents à l'international, dont notamment des attaques au mortier contre des ambassades dans plusieurs pays différents. À ce moment-là, Fusako, elle tire les ficelles, elle écrit les communiqués, elle orchestre la propagande, elle recrute. C'est vraiment le visage de cette violence politique inouïe. Mais à la fin des années 80, la situation change. C'est un moment historique, une des plus grandes dates depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le bloc soviétique s'effondre. C'est une terrible nouvelle pour Fusako Shigenobu. Mais pourquoi? Alors, je vais essayer de simplifier à outrance la géopolitique de l'époque, mais accrochez-vous bien.
Le bloc soviétique qui s'effondre, c'est la victoire de l'Occident et des Américains. C'est la fin de la guerre froide, le monde n'est plus divisé en deux et par conséquent, tous les pays qui sympathisaient avec l'extrême gauche cherchent à construire des relations cette fois-ci avec les gagnants, c'est-à-dire les pays occidentaux. Et parmi ces pays qui veulent justement faire copain-copain avec les pays occidentaux, il y a le Liban. Et pour faire copain-copain avec ces pays-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eh bien, ils doivent faire le ménage chez eux. Concrètement, ils doivent couper les vivres, voire même dénoncer les groupes armés considérés comme des terroristes à l'international, comme par exemple l'armée rouge japonaise. Et c'est comme ça que vous comprenez que l'armée rouge japonaise devient un vestige de la guerre froide qui est gênant et dont tout le monde veut se débarrasser. Privée d'alliés et même de sympathisants, Fusako, elle est obligée de faire face à la réalité. Son rêve s'effrite. Ses camarades vieillissent, meurent ou sont arrêtés. Et elle comprend que son exil doré au Liban se transforme en prison à ciel ouvert. Traquée internationalement, la clandestinité de Fusako et de sa fille deviennent de plus en plus précaires. La lutte internationale est morte, elle l'admet, mais ça ne veut pas dire qu'elle abandonne pour autant. Peut-être qu'il est temps pour elle de lutter de manière différente, de manière pacifique, et pas à l'international, mais plutôt sur sa terre natale, au Japon. C'est dans ce but de réorienter sa lutte politique qu'elle rentre illégalement sur le territoire nippon avec une fausse identité. À ce moment-là, on est à l'an 2000. Et le retour de Fusako Shigenobu au Japon, même si elle est avec une fausse identité, même si elle a un faux passeport, même si elle se cache, même si elle se maquille, ça fait forcément des rumeurs. Et c'est pas que des rumeurs, c'est carrément des signalements anonymes que reçoit la police japonaise. Alors je vais être honnête, au départ, les policiers, ils n'y croient même pas. La femme a échappé à la CIA, au Mossad, à tout ce que vous voulez pendant 30 ans, et là elle serait comme ça, à Osaka. Surtout qu'ils ne reconnaissent pas les traits du visage distinctifs de la femme, même si beaucoup d'années ont passé depuis. Mais ce qui va les interpeller, c'est sa manière de fumer les cigarettes qui est si caractéristique. Cette personne a exactement la même manière de fumer. Cette personne est en effet la Reine Rouge, l'impératrice de la terreur, Fusako Shigenobu. Les taux se resserrent et c'est comme ça que devant un hôtel à Osaka, le 8 novembre de l'an 2000, la police japonaise parvient à réaliser l'impossible. La femme qu'ils emmènent, les menottes aux poignets, vient de passer 30 ans dans la clandestinité absolue. La Reine Rouge, la femme la plus recherchée du monde, a été capturée. Mais regardez bien son visage, elle ne baisse pas les yeux. Elle sourit, elle lève les pouces en l'air en direction des journalistes stupéfaits en leur déclarant qu'elle n'abandonnera pas. Le procès de Fusako Shigenobu est un événement médiatique dantesque au Japon. L'accusation se concentre principalement sur son rôle de cerveau dans la prise d'otage de l'ambassade de France à La Haye en 1974. J'imagine que le procureur disposait de bien trop peu de preuves sur les autres attentats. Fusako plaide non coupable pour les tentatives de meurtre et les prises d'otages, mais elle ne nie pas son implication dans la direction et la gestion de l'armée rouge japonaise. Après des années de procès, le verdict tombe, 20 ans de prison ferme. Une fois incarcérée, elle écrit plusieurs livres, des essais, mais aussi des haïkus qui sont des poèmes japonais. Elle formalise également ses regrets en écrivant des lettres publiques pour s'excuser des souffrances infligées aux innocents lors des attentats et des prises d'otages de son mouvement, tout en mentionnant la sincérité qu'elle a dans ses convictions politiques. 22 ans plus tard, le 28 mai 2022, ayant purgé l'intégralité de sa peine, Fusako Shigenobu sort de la prison de Hachijōji à l'âge de 76 ans. À sa sortie, elle est accueillie par sa fille, Mei Shigenobu, des dizaines de journalistes et une poignée de vieux partisans brandissant des banderoles. Elle porte un masque, un chapeau noir et un foulard blanc, apparaissant très affaiblie par l'âge et le cancer qu'elle a dû combattre en prison. Toutefois, je dois être honnête avec vous, sa libération ne fait clairement pas l'unanimité. Il suffit pour ça de voir simplement les commentaires de la vidéo YouTube. Je suis terrifié de voir qu'elle a encore des sympathisants. Je comprends qu'elle n'a pas une once de regret ou de remords sur ce qu'elle a fait. À titre personnel, je trouve ça extrêmement étrange qu'elle n'ait pas été condamnée à mort ou au moins prison à perpétuité. On parle quand même, je vous rappelle, de centaines d'innocents tués. Et j'ai l'amère impression que puisque les victimes de ces attentats n'ont jamais été des Japonais et que les faits remontent à plusieurs dizaines d'années, sa sentence a été bien plus douce. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça que se referme un des chapitres les plus violents de l'extrême gauche du XXe siècle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vraiment je suis surpris à quel point cette histoire n'est pas plus connue que ça, alors qu'en plus il y a vraiment des connexions directes avec la France. Le format histoire c'est pas le plus fiable pour moi, donc vraiment si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine, tchuss.